Moi, j'ai des potes, enfin un couple d'amis qui gèrent leur couple comme une entreprise. Ouais. Ils ont des KPI, tout ça, et ils disent en fait, mais ça marche trop bien. Genre, ils disent c'est génial, on se fait des points tous les mois, on sait c'est quoi nos objectifs, justement, etc. L'avantage, c'est que tes enfants, ils peuvent pas démissionner. Ah non, mais Pas tout de suite. Garder les gens, les motiver avec la contrainte de la distance, la contrainte de l'argent, la contrainte d'intéresser au sens propre. C'est-à-dire que tu es un élément extérieur qu'on intègre dans une entreprise, mais c'est quoi une entreprise aujourd'hui? C'est plus des bureaux, c'est plus forcément une équipe, c'est beaucoup de travail à distance avec tout ce que ça a de positif, mais tout ce que ça a aussi de contraignant pour pas dire négatif. Et c'est compliqué. J'ai toujours considéré mon job comme un job de mercenaire. Jusqu'à ce que je devienne associé et que du coup ça devienne ma mission d'engager ces mercenaires, mais je leur en veux pas de partir. Ce que je veux, c'est qu'ils remplissent leur mission. Et c'est peut-être là où, d'un point de vue management, j'ai pas assez adouci le truc, parce qu'ils n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit, quoi. Moi, je veux bien un Perrier. Tu veux bien un Perrier? Ou s'il te plaît. Aussi un Perrier? Moi, je mets un Coca-Cola. Un Coca-Cola? Ouais. 2 Perrier, un Coca-Cola. Merci. Merci. Merci beaucoup. Toi, t'es entrepreneur ou pas? Alors, On peut peut-être faire un tour de table déjà on pour peut se chauffer ou on commence à voir ouais, histoire de se représenter. Bah, c'est moi la journaliste, alors allez-y, commencez par vous Ça capte là, présenter. c'est bon. Ouais. Alors vas-y Thibaut, dis-nous qui tu es. Alors moi j'aime bien dire solopreneur justement parce que c'est un peu souvent le truc qui revient par rapport justement à des business un peu plus classiques où on entend parler de levée de fonds, de gens qui tout de suite s'associent, sont avec des équipes, etc. Et puis moi je viens pas de ce milieu-là, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai souvent été en dehors de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, etc. Et j'ai finalement fini par monter ma boîte, etc. Puis au départ, j'ai travaillé en cinéma, j'ai fait des effets visuels, j'ai fait exploser des trucs dans des films. Et puis après, j'ai toujours fait des formations en ligne. Et là, ça fait 3 ans que c'est mon activité principale. Et donc des formations de programmation maintenant. Donc ouais, je suis un peu dans cet entre-deux là de est-ce que je crée vraiment une boîte, on embauche des gens, on fait des levées de fonds, machin, est-ce que je reste de mon côté, et puis aussi au niveau personnel, comment je me définis dans tout ça. Toi Nico alors, Nicolas. Alors, très bien, l'un ou l'autre. Aujourd'hui, je suis directeur associé chez La Fille, qui est une agence conseil en marketing et communication, qui vise surtout les porteurs de projets de start-up et PME. On ne va pas trop vers les grands groupes, on ne veut pas grossir outre mesure, on préfère accompagner des PME à monter une marche dans leur marketing et leur com. Et cette aventure d'entrepreneuriat elle est hyper récente pour moi, ça fait 1 an et demi puisque je suis rentré dans cette agence en tant que salarié. J'ai toujours eu un parcours salarié en agence de com, donc c'est une aventure hyper neuve avec plein d'idées reçues que je suis en train de défoncer petit à petit. Moi je me suis vu tout de suite chef d'une boîte du CAC 40, à grossir, à faire des millions d'euros, à gérer des tas d'équipes et puis Mais en en même fait... temps chez toi. Et en même temps chez moi, et exactement, et en fait tu es confronté à toutes les problématiques du quotidien, de recrutement, des gens de ton équipe qui se barrent parce que c'est normal et qui veulent aller ailleurs, du fait qu'il faut faire du business, qu'il faut gérer l'administratif de l'entreprise, qu'il faut mine de rien faire de la compta, enfin bref, toutes tes problématiques du quotidien qui te pètent un peu à la gueule. Du coup j'ai fait une école de commerce, je suis directeur commercial d'une petite agence. Le seul truc qu'on m'a pas appris à l'école de commerce, c'est vendre. C'est quand même paradoxal, quoi. On t'apprend à comprendre un peu les différents pôles d'une entreprise, tu comprends les langages, mais surtout tu te fais du réseau, quoi. Tu te fais du réseau et tu t'achètes un diplôme et puis après tu te démerdes à exploiter ça tout seul, quoi. Je pense que la plus grosse claque que j'ai prise, elle est relativement récente. C'est que j'ai été embauché pour structurer une offre commerciale. Je me suis associé pour continuer dans cette voie, monter un service, même si on ne veut pas grossir outre mesure. On veut quand même développer la boîte. Et donc ça veut dire recruter des gens, ça veut dire les gérer. Et en fait, 3 fois de suite, alternant ou salarié, que j'ai recruté en commercial, 3 fois de suite, ça ne s'est pas bien passé. Et en fait, je me rends compte. Sur quel horizon de temps? En 1 an et demi. Et en fait, je me suis rendu compte alors il y a eu des stagiaires, il y a eu du passage et avec certains ça s'est bien passé, mais avec les postes qui me mettaient moi le plus la pression, ça s'est pas bien passé.
dans le sens où en fait je me rends compte que je ne sais pas manager. Je ne sais pas du tout. Thibaut, tu t'évoquais tout à l'heure le sujet des levées, du branding et tout. En fait, sans être dans l'univers start-up à proprement dit, ton parcours à l'intérieur d'une PME, ta volonté d'indépendance, tes besoins de management et tes difficultés de gestion, elle relie plein de choses de ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, et notamment toi Thibaut, sur on critique beaucoup les levées, etc. Mais une levée d'argent, c'est d'abord des moyens pour recruter, pour payer bien, qui est quand même aujourd'hui le numéro 1 de la rétention. Et je pense que toi, dans ton univers dev, moi, je vais vous donner l'exemple, une anecdote. Là, il y a une très grosse boîte qui fait partie des licornes, là, qui aujourd'hui recrute des seniors dev pour les faire rentrer. Aujourd'hui, on est en avril 2022, ils mettent sur la table 135 000 de fixe en euros et 50 de welcome bonus, 50K de welcome bonus. Ça, c'est les chiffres dans lesquels on est. Mon devoir de réserve. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est fini. On est là. Donc, pour revenir juste sur les levées de fonds, après, on y reviendra sans doute et tout, mais les levées de fonds aujourd'hui, c'est quand même le moyen de recruter des gens talentueux, de les faire rester, et à défaut de les faire rester pour l'ambiance et tout ça, parce qu'on est dans un univers hyper remote où tout le monde travaille à distance, etc. Au moins, tu les tiens pas le salaire, tu les tiens avec des BSPCE, tu les tiens avec des mécanismes d'intéressement. Et aujourd'hui, moi, un des regards que j'ai sur le marché du travail en France, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et on peut dire ce qu'on veut, etc. Et bien sûr qu'il y a plein de gens qui sont à la recherche d'un équilibre vie privée, vie perso. Mais la vérité, c'est que quand tu es salarié ou quand tu es prestat, ton univers vie perso, vie pro, il est très dépendant de combien tu gagnes et des choix que tu fais. Si tu es salarié, en fait, tu vas arbitrer. Est-ce que tu vas pouvoir travailler à distance? Tout à fait. Est-ce que tu vas arbitrer sur ton salaire versus la sécurité? Garder les gens, les motiver avec la contrainte de la distance, la contrainte de l'argent, la contrainte d'intéresser au sens propre. C'est-à-dire que tu es un élément extérieur qu'on intègre dans une entreprise, mais c'est quoi une entreprise aujourd'hui? C'est plus des bureaux, c'est plus forcément une équipe, c'est beaucoup de travail à distance avec tout ce que ça a de positif, mais tout ce que ça a aussi de contraignant pour ne pas dire négatif. Et c'est compliqué. En 1 mois et demi, on est une petite boîte, hein. En 1 mois et demi, on a eu 3 démissions, 3 personnes qui se mettent en freelance. Ouais, c'est-à-dire qu'ils partent même pas ailleurs, quoi. Ils partent même pas pour un package, pour une ambiance, un truc. Non, c'est qu'ils ont envie de, je sais pas, cette liberté qu'on a choisie nous, peut-être. Là, on dit que dans la tech aujourd'hui, c'est un chiffre du BCG versus avec cadre emploi, on estime que 40% des profils informatiques avec un grand I, 40% est en quête d'un nouveau job, quelle que soit la situation de cette situation perso. 40%, c'est-à-dire presque une personne sur deux. Alors, je sais pas ce qu'on entend par informatique, les profils digitaux, on va dire, peut-être un peu généraux, qui concernent sans doute toi, tes équipes. C'est une personne sur deux qui est quasiment en train de chercher du boulot. Tu mets ça sur quoi, toi? Parce que on a entendu aux États-Unis, il y a eu la grande démission. Qu'on ressent un peu ici, parce que je reçois autant de candidats pour recruter qui sont en poste et donc qui recherchent autre chose que de personnes qui partent de l'agence. Donc il y a un mouvement, ce qui a toujours été le cas, ce qui est sain, et voilà, mais j'ai l'impression que c'est quand même très volumineux d'un coup, quoi. Quelle est la différence justement? C'est ça aussi un peu quand tu dis quand tout le monde est en distanciel versus un freelance, tu vois, tu dis pourquoi je serais lié à une boîte si finalement je bosse de chez moi, tu vois, autant faire la même chose, rester chez moi et puis travailler pour 3 boîtes différentes en étant beaucoup plus libre finalement, parce que s'il y a un client qui m'embête, tu vois, j'arrête, et en pouvant négocier, en étant capable de négocier un peu plus, tu vois. Je choisis une boîte où il y a des bureaux et où je vais, parce que ce que je veux retrouver, c'est les collègues, c'est cette ambiance-là. Si c'est pour finalement être chez moi et bosser à distance, en fait non, je vais ailleurs et puis je continue freelance ou des trucs comme ça. C'est moi ce que j'observe, mais c'est valable peut-être seulement à mes yeux, mais il y a une vraie nouvelle guerre des classes professionnelles qui se fait. C'est-à-dire, est-ce que tu as un chez toi où tu peux télétravailler? Déjà, c'est la première question. Je ne sais pas comment vous vivez. Quand tu es jeune cadre ou jeune tout court à Paris, tu ne vis pas dans 120 mètres carrés avec une pièce dédiée au boulot. Est-ce que tu es en coloc? Est-ce que tu vis avec une jeune famille? Donc déjà, la première chose, c'est ça. Ensuite, tout le monde n'a pas une maison secondaire ou des parents, des grands-parents. Enfin, c'est pas forcément un deuxième lieu de vie. Tout le monde n'a pas le budget pour aller se payer un WeWork à 1 000 € TTC par mois. Donc déjà, la première frontière, elle est là. C'est entre les boîtes qui peuvent payer à leurs salariés des espaces de travail tierces, des salariés qui individuellement ont les moyens de se payer ou de bénéficier d'espaces tiers, et puis les gens qui n'ont pas forcément non plus les codes de faire ça. Tu as plein de PME où les gens pourraient télétravailler, etc. Mais déjà, ils n'ont pas le réflexe.
2, ils n'ont pas forcément envie, et 3, ils n'ont pas forcément l'option. Donc je pense que c'est tout un énorme bouleversement du monde du travail, et en fait le bureau qu'on dénigre vachement, dans la culture populaire au travail, se foutre de la gueule un peu du bureau, de la machine à café et tout, c'était dans les usages. Mais en fait aujourd'hui on est en train de se rendre compte qu'être ensemble, c'est aussi une partie du boulot. Alors comment tu construis des entreprises et comment tu construis des équipes avec du distanciel structurellement, comme on est en train d'expérimenter en ce moment, parce que la pandémie n'exige plus tout à fait qu'on ne soit pas ensemble, les outils de travail permettent de ne pas être tout à fait ensemble, et après c'est comment tu fais quand dans une équipe tu as un tiers qui a envie d'être là, un tiers qui s'en fout et qui peut s'en foutre, et un tiers qui c'est pas trop. Si demain justement je fais une levée ou je veux embaucher des gens, j'ai aucune nécessité de mettre de l'argent dans un bureau, dans un loyer, puis de dire aux gens vous venez là, etc. Et j'aurais probablement beaucoup plus de flexibilité justement sur les salaires, sur les talents que je peux embaucher en allant chercher un peu partout et en ayant une équipe 100% remote, parce que pour ce que je fais ça marcherait quoi, sans problème. Mais c'est vrai qu'après moi je me dis non, pareil quoi, si je fais une entreprise, c'est dans l'idée c'est de pouvoir avoir des gens, bosser avec eux et de se dire on est dans un bureau, il y a cette énergie quoi. Et si en fait on est chacun chez nous, je me dis voilà, je préfère être vraiment tout seul et puis ponctuellement embaucher quelques personnes ici et là. J'ai bossé avec une agence qui s'appelle Slick. À la base, c'est 3 jeunes TikTokers qui se sont dit qu'il y avait quand même un peu plus de business à faire en étant entre guillemets agent ou agence de TikTokers plutôt que TikToker en tant que tel. Et ils ont monté et en fait c'est ça, c'est que Slick ils étaient en total remote et puis ils ont commencé à prendre des alternants, puis en fait maintenant ils recrutent et l'agence se porte bien. Et en fait ils se sont dit mais non, mais le remote ne fonctionnera pas. Alors j'ai pas les raisons exactes, je sais pas si c'est une demande de leurs équipes, si c'est un choix de leur part qu'ils ont initié ou quoi, mais en tout cas ils sont passés de remote à bureau. Alors que c'est clairement la nouvelle génération d'entrepreneurs. La lutte des classes entre les entreprises et la lutte du recrutement, parce que du coup on y retombe, c'est aussi ça, c'est quand tu vois des belles boîtes qui ont un super marketing, une super com et qui ont des super bureaux, je pense dans le centre de Paris, mais aussi en plein cœur de Bordeaux, en plein cœur de Nantes, en plein cœur de Marseille ou de Lyon, et des boîtes, tu as ton bureau qui claque, c'est sûr que tu recrutes des jeunes gens qui sortent de l'école, c'est sûr que ça va compter. T'es Swile, tu as tes bureaux en plein cœur de Paris, t'es Feed, t'es Doctolib, t'envoies un plateau sur 4 étages avec un hôtel particulier, c'est sûr que tu vas pas avoir trop de mal à faire venir tes staffs au bureau, tes équipes au bureau. Et la vérité, c'est que les équipes, elles vont venir. Et les managers qui ont le moins besoin d'être là physiquement, ils vont pas être là physiquement, mais en fait, ils vont avoir les codes digitaux pour être tout à fait là et bien manager à distance, parce qu'en fait, c'est dans les usages de la boîte dès le départ. Et eux, ils n'ont pas eu besoin de pivoter individuellement. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu aussi, quand tu disais sur la levée de fonds, moi, c'est aussi ça un peu le fait que au niveau de l'argent que tu mets, comme tu disais, il faut mettre beaucoup d'argent pour les profils aussi. Peut-être que finalement on se dit on va économiser en n'ayant pas de bureau, et finalement peut-être que non, c'est un coût qu'il faut assumer. Et le coût de la flexibilité, il est encore plus élevé que le coût fixe de ton bureau, parce que tu vas payer pour un espace modulable, tu vas payer pour un abonnement par tête, et en fait c'est des coûts cachés. Mais ton bureau flex, il va te coûter plus cher que ton bureau que tu louais à l'ancienne. Oui, parce qu'en plus la réglementation veut que tu accompagnes le salarié dans son installation au télétravail. Et le temps en plus. Et oui. Mais les exemples que tu cites, c'est quand même des très grosses boîtes qu'on connaît tous, qui vont recruter probablement les meilleurs parce qu'ils ont les armes pour. Mais alors j'ai pas les chiffres, mais la majorité des entreprises, c'est soit des boîtes à l'ancienne, soit des petites boîtes, des PME, des TPE comme celle que je représente, qui n'ont pas les reins suffisamment solides pour mettre leurs salariés aussi bien que ça. Enfin, nous, on pourrait peut-être prendre des locaux au centre de Paris, je ne sais pas combien ça coûte, mais est-ce que tu vas être dans le centre de Paris aussi? Après, est-ce que ton équipe elle vient du centre de Paris? Alors moi non, mais l'agence est parisienne, ouais. T'as aussi ça, il y a aussi le gros changement de perspective de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as tapé 3 quarts d'heure de RER, une demi-heure de scoot, 3 quarts d'heure de métro pour aller dans ton bureau, ça fait plus partie du package qui te fait rêver. Et aujourd'hui, le remote, il vient pallier ça aussi. Le fait que tu n'as plus envie, je ne sais pas comment toi tu vas construire ton équipe Thibaut, comment tu te perçois dans les prochains mois, mais aujourd'hui, offrir une adresse dans le centre de Paris ou même par exemple dans le centre de Rennes, on voit Rennes qui explose notamment dans beaucoup de boîtes dans la tech. Aujourd'hui, tu fais le centre de Rennes, la banlieue de Rennes, je veux dire, tu mets quasiment autant de temps qu'à Paris. J'étais à Nantes il y a quelques semaines pour faire du reportage. Aujourd'hui, tu es à 16h en banlieue de Nantes, tu veux rentrer dans le centre-ville de Nantes.
Mais c'est comme à Paris, hein, t'as des bouchons de vélo, t'as le périph' qui est bouché, le tram qui est en panne. T'as quand même une densification de beaucoup de villes avec le télétravail. En fait, le télétravail, moi, je parlais avec un chauffeur de taxi l'autre fois. En fait, on pense toujours qu'avec le télétravail, il y a moins de bouchons à Paris. Mais si vous êtes à Parisien ou si pour ceux qui passent à Paris pour des voyages d'un jour, ils se rendent compte, Paris c'est tout le temps bouché. Mais c'est pas que la faute au vélo, c'est pas que la faute au Philippe, c'est pas que la faute à la mairie, c'est structurellement bouché. Et les mecs chez G7, ils communiquent en disant, en fait avec le télétravail, ce qui se passe c'est que des gens qui avant prenaient jamais leur voiture pour aller au bureau, maintenant comme ils vont au bureau 3 jours par semaine, c'est rentable. Alors hausse du carburant à part, etc. Mais hausse du carburant quand même factorisé. C'est encore rentable de venir au bureau en caisse, en voiture, 3 jours par semaine. Et donc peut-être qu'ils vont venir le lundi, le mercredi, le vendredi, ou j'en sais rien moi, le mardi, mercredi, jeudi. Ce qui fait qu'en fait, tu as toujours des gens qui sont dans leur bagnole, probablement tout seuls en plus. Tu parlais des solo entrepreneurs, c'est les solo mobilistes, je sais même pas comment on dit. Ils sont tous à la voiture et en fait, ils viennent. Et comme les places de parking, maintenant c'est régulé à 10% du nombre d'employés, en fait, si ça tourne bien, en fait, tu as toujours ta place de parking et tu arrives toujours à te garer au bureau ou pour les espaces de travail en grande banlieue ou en centre-ville. Et ce qui fait que du coup, maintenant, tu as tout le temps des bouchons. Donc, en fait, par exemple, rien que ça, le temps de trajet, le journal, il s'appelle 20 minutes. Vous voyez, le journal parisien, il s'appelle 20 minutes. Enfin, par exemple, le journal, il s'appelle 20 minutes. Transport moyen, plus personne passe 20 minutes dans les transports. Je connais, cite-moi une personne autour de toi qui met 20 minutes en transport pour venir au bureau. Ça a changé. Paris, c'est plus l'organisation que c'était. Et donc, l'histoire du bureau, il y a pas mal de boîtes aussi qui font des modèles justement où ils essayent de se voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ils rassemblent toute l'équipe justement, ils louent un Airbnb, je sais pas où, en Bretagne, et puis justement ils amènent toute l'équipe. On avait évoqué l'idée à l'agence. C'est vrai que je me dis ça peut être un bon truc un peu hybride où tu crées quand même de la cohésion, les gens se rejoignent, tu bosses un moment pendant une semaine, tu fais justement un sprint où tu peux bosser ensemble et puis avoir une communication peut-être plus facile et avoir un esprit d'équipe justement. Et puis après chacun retourne faire son boulot pendant 3 semaines vraiment concentré chez soi et puis sans avoir besoin d'être dans les bouchons. Et je me dis que ça peut être un bon modèle hybride et puis qui coûte pas forcément justement plus ou moins cher. Selon les modèles de boîte, ça doit être plus ou moins possible. Mais l'idée est séduisante. De l'autre côté, il faut mettre énormément. C'est plus que le baby-foot, quoi. Là, c'est vraiment en mode, tu vas voir, ça va être génial. Et je pense que l'état d'esprit de l'équipe aussi peut jouer beaucoup, dans le côté identité, tu vois, de l'entreprise. Que ce soit pas juste des locaux. Mais à Montréal, il y avait pas mal ça, parce que toutes les boîtes d'effets visuels, ça devenait même un peu ridicule, parce qu'ils se battaient tous à celui qui avait le truc de Noël le plus incroyable, justement les bureaux les plus incroyables, etc. Mais aussi l'équipe ou l'équipe de RH la plus incroyable, qui allait t'écouter dans tout ce qu'il faut. Et donc, ils voulaient vraiment le côté un peu que j'aime pas, mais le côté famille, on est une famille. Bon, quand une entreprise te dit ça, généralement, moi je fuis. Parce que si ça file vraiment, généralement les entreprises où tu as vraiment l'impression d'être dans une famille, c'est ceux qui te le disent pas et où tu te le rends compte par toi-même. Le sweat, ça vient de là. Hein. Le sweat que toutes les startups et toutes les PME et tous les grands groupes là, sont en train de s'approprier 10 ans après. La culture du sweatshirt, elle vient de ça. Elle vient de la Silicon Valley où tu es arrivé au début des années 2010 et tu es arrivé, on te filait ton sweat, ton pull, ton mug, là, tes stylos et tout. Et tu portais les couleurs de ta boîte parce que justement, on te vendait que tu étais une famille, etc. Exactement. Et c'est une vraie forte valeur symbolique qui aujourd'hui s'est un peu dégradée et qui a ce qu'elle a encore d'appréciable et tout. Mais il y avait ce côté, en plus, un sweat, c'est confortable, c'est l'incarnation de bienvenue chez toi, soit comme tu es chez toi, soit toi-même, et porte en même temps les couleurs de ta boîte à moindre coût et soit un homme sandwich dans les rues de San Francisco pour montrer comment ta boîte c'est de la balle et que tu es trop content. Quoi. On a une responsabilité aussi. Moi, il y a beaucoup de gens où justement, les quelques fois où j'ai voulu déléguer 2-3 trucs, tu vois, premièrement, je faisais des annonces dans ma communauté et là, tu vois que les gens, t'as plein de jeunes qui veulent venir bosser pour toi parce qu'ils ont suivi tes formations, tu vois, ils te suivent depuis longtemps et en fait, ils ont vraiment une envie de bosser avec toi, quoi. Et là, moi, au début, j'avais essayé, justement, quand j'ai arrêté de faire mes formations pour d'autres plateformes et créer ma propre formation, je voulais pas que ce soit les tutos de Thibaut, tu vois, donc j'ai fait ma marque à côté, tu vois, séparée, avec un nom séparé, avec une identité séparée.
Mais je me rends compte que sur certains points, il faut que ce soit moi qui soit encore là, quoi. Ça peut pas être juste une boîte où ça te donne pas trop envie, il faut qu'il y ait des humains justement, et là je pense que oui, au niveau de l'équipe. Une sorte de personal branding, quoi. Le branding, c'est le moyen de recruter. On va revenir encore sur ce sujet de levée de fonds, mais une levée de fonds, c'est souvent porté par une incarnation. Mais au-delà de la levée de fonds, une boîte, c'est souvent porté par une incarnation. C'est pour ça que le rôle du fondateur ou de la fondatrice, pour mettre ça aussi au féminin, c'est hyper important. On a besoin d'un fondateur, même s'il y a des histoires avec des fondateurs. Parce qu'en fait, quand tu rejoins une boîte, aujourd'hui, tu rejoins un fondateur, tu rejoins un projet. L'économie, elle s'est vachement Steve Jobisée, c'est-à-dire que comme on est dans une ère de création d'entreprises, de création de projets, de création de technologies, tout ça est le fruit de cerveau. Et donc, on a besoin de suivre des incarnations et donc des égos. On en parlait en intro, mais beaucoup les success stories aussi. oui, mais parce qu'on a besoin de se raconter des histoires, parce que c'est rassurant quand on est dans un univers de disruption technologique, des trucs qui changent et tout. En fait, se dire que c'est des personnes, des êtres humains qui les fabriquent, bah, ça rassure. Et puis, ouais, il y a des parcours qui sont plus rassurants. On critique souvent la Startup Nation en disant ouais, c'est que des HEC qui ont grandi à Versailles ou à Paris et qui sont à Station F. Il faut aussi aller regarder d'autres profils. Et tu as plein de boîtes aspirationnelles. Et je ne parle pas forcément d'Anthony Bourdon de Feed qui monopolise beaucoup l'attention, mais pour des bonnes raisons. Il y a plein de parcours atypiques. Moi, je fais 5 interviews par jour. Il n'y a pas 2 entrepreneurs qui se ressemblent dans une journée. Ouais, si tu fais les stats à la fin du mois, oui, tu vas avoir croisé pas mal de gars qui sortent de l'X, pas mal de gars qui sortent de grandes écoles de commerce, mais tu as aussi tous les gars qui sortent de nulle part et qui ont autant de trucs à raconter, voire plus. Et la compète, c'est pas est-ce que tu as le profil typique ou tu n'as pas le profil typique. Ce qui compte, c'est ton projet, comment tu exécutes ton projet, comment tu arrives à l'évangéliser. Et je pense qu'on est... Tous les gens qui cherchent du boulot, tous les gens qui veulent pivoter de carrière, tous les gens qui sont mobiles, les 3 scénarios, ils cherchent des gens pour les emmener. Parce qu'aujourd'hui, et ça retombe sur ce que vous disiez au tout début, la fracture, elle se fait entre choisir d'être managé, accepter d'être managé et être indépendant. Et il y a une telle évangélisation et une telle démocratisation du concept d'entrepreneur que tout le monde pense qu'être entrepreneur, c'est être solo. Mais pas du tout. Tu es entrepreneur, il te reste que tu as toujours des clients, tu as toujours des prestataires, tu as toujours des fournisseurs, tu as toujours des gens avec qui tu interfaces. Et beaucoup de gens sont déçus. Il y a 300 000 auto-entreprises qui se sont créées en un an là. Mais les gens, ils pensent que parce que tu es auto-entrepreneur, personne ne va te casser les reins. Mais ça n'a rien à voir. Tu en es l'incarnation même. Tu as l'indépendance, mais dans ton indépendance, tu es dans un écosystème, tu es dans un réseau. Il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, qui se disent ah bah si je suis salarié, je suis obligé justement d'être à un endroit, et à l'inverse, si je suis freelance, je peux aller où je veux. Et je leur dis c'est pas du tout ça en fait. J'ai un ami qui est salarié dans une start-up, il se balade où il veut, il travaille à distance et voilà, et il a un salaire fixe, etc. Et à l'inverse, tu peux être freelance et puis tomber sur un contrat où ils disent bah en fait là bon, il faut pas que ça devienne du salariat déguisé, mais tu peux très bien avoir un client avec un super beau projet. Il dit bah par contre là, ce serait bien si tu pouvais venir dans les bureaux parce qu'on a un gros meeting, ça sera plus simple, etc. Et puis bah là tes vacances aux Bahamas, Alors moi je vous dis tout de suite, moi j'ai un job qui est pas télétravaillable, je vais 5 jours par semaine au bureau, je commence à 5h du matin, ça se passe bien aussi. T'es médecin, t'es secrétaire d'accueil, t'es au support client, il y a aussi une grosse myopie. Et notre discussion incarne sur le fait que en fait la norme c'est l'essentiel. En fait il y a des millions de jobs. En fait, la guerre des classes, elle est aussi là, entre les jobs qui ne sont pas télétravaillables, et c'est pas que les jobs à l'usine, c'est pas que les gars qui viennent pointer, et les jobs qui sont 100% télétravaillables. Ma femme est pharmacienne. Il y a pas de télétravail. Il n'y a pas de télétravail, c'est clair. Comme tu disais, cette myopie, elle est assez propre à la tech, aux startups, à la com, à tous ces métiers de services un peu modernes. Est-ce qui ont aussi été les early adopters, les gens qui se sont appropriés les technologies le plus tôt et avec le plus d'agilité. Il faut aussi... Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est un certain entre-soi dans ces problématiques, mais qui sont aussi au diapason quand même d'une grosse pandémie qui a fait que l'économie française elle a été aussi très résiliente parce qu'on a aussi une partie de l'économie qui était déjà bien digitalisée, vous avez de l'incarnation. Mais pour revenir sur cette histoire de recrutement, et il y a le bureau, on en a parlé, il y a le manager, l'incarnation, et il y a les salaires, on en a aussi un petit peu parlé, mais il y a aussi la capacité quand tu recrutes, et c'est aussi à faire monter les gens sur le navire
qui va peut-être se cracher, quoi. On parle beaucoup des startups depuis tout à l'heure, mais en chose à 100, une startup sur 5, elle va survivre, quoi. Enfin, et encore, ça dépend dans quoi. Parfois, c'est plus pas que ça. Avec un business angel qui me disait 1 sur 10. Donc tu recrutes, derrière, tu vas peut-être emmener tes gars au fond de l'océan avec toi. Et le problème du salarié en France, et donc de faire rentrer les gens comme salariés au sens classique du terme, en CDI, etc., c'est que toi, tu rentres en CDI de ton point de vue de recruter, tu n'as pas envie de porter le risque de ton fondateur. Et ça, c'est, je pense, un sujet sur lequel il va falloir encore beaucoup évangéliser. Tu rentres dans une start-up, tu es le 10e employé qui rentre dans une start-up ou dans une PME, enfin on prend ce mot start-up, ou dans une PME toute neuve, statistiquement, dans 2 ans, la boîte elle est plus là et toi ton CDI, derrière tu vas avoir Pôle emploi, parce que le système est bien fait et merci Pôle emploi Ventures, comme on dit à BFM Business. Mais derrière, quand tu fais rentrer dans une même boîte, une petite boîte, quand tu commences à construire ton équipe, etc., que toi tu es indépendant, que toi tu es mandataire social de ta boîte, ou parfois tu n'as même pas le statut de mandataire social et que tu portes ton risque, tu es en train de recruter des gars et déjà que tu vas payer 3 fois plus cher que ce que tu vas te payer toi, sans parler du fait que toi tu portes tout le risque. Ça aussi, c'est des sujets qu'on n'évangélise pas assez, du fait que quand tu rejoins une boîte, tu vas demander tes parts, tu vas demander des PSPCE, etc., mais en échange de quelle part du risque? Même au niveau, oui, sur tout ce qui est salaire, etc. C'est vrai que toi, quand tu es derrière et tu vois tous les trucs, moi j'ai ça autant au niveau des... Tu te rends compte que quelqu'un qui achète une formation 100 € ou toi qui paye 200 € à un monteur pour faire une vidéo, toi, eux, ils voient genre le 100 € et le 200 € et toi, tu vois la TVA, les charges, les machins, le fait que tu en as 3 autres comme ça que tu payes, que tu as des plateformes, que tu as des intermédiaires. Et tu vois, pour une petite entreprise, quoi, moi, effectivement, je sais que là, actuellement, je peux que payer des gens en freelance, que c'est eux qui vont en fait assumer les 20% de charges qui vont se prendre de leur côté, quoi. Parce que en CDI, c'est pas du tout possible, quoi. Ça aussi, c'est un sujet qui n'est pas assez évangélisé. C'est-à-dire que souvent, on dit ouais, les startups ou les jeunes boîtes ou les boîtes qui recrutent que des stagiaires ou des alternants et tout. Déjà, big up à l'alternance parce que c'est quand même un truc qui est en train de débloquer tellement de choses dans notre pays. Mais ce serait l'objet peut-être d'une autre discussion. Mais moi, j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, quand on fait des interviews de recruteurs et tout, les gens qui disent ouais, c'est de la merde, vous recrutez en freelance ou vous recrutez en CDD. Mais va déjà créer un CDI dans ta vie, quoi. Va voir ce que c'est que de créer un job quand tu es une boîte de 3 personnes, quand tu dois... Moi, j'ai 1000 potes, 1000 personnes que j'ai interviewées qui, quand tu crées ton premier CDI et que tu signes ton premier contrat de travail, mais tu te dis, tu es tellement fier, quoi. Tu as créé un emploi. Ouais. Combien de personnes qui critiquent ont déjà créé un emploi dans leur vie? Tout à l'heure, tu as parlé tu as utilisé l'analogie du navire. C'est toi qui parlais d'onboarding tout à l'heure. Ouais, mais je l'utilise beaucoup, cette analogie du bateau. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un bateau, on essaie de l'emmener quelque part, si tant est qu'on sache à peu près où on veut l'emmener. Il faut faire monter les gens dedans et ensuite, il ne faut pas les débarquer. Enfin, il ne faut pas qu'ils aient envie de débarquer, il faut les motiver à rester. Tu parlais du commercial. La première démission des 3 dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on a eue, c'est ma commerciale justement qui est partie pour retourner à son activité de freelance, un projet bien précis. Donc voilà, elle part pas que parce que ça s'est pas forcément bien passé à l'agence, au contraire, mais elle est partie parce qu'elle avait un projet. N'empêche qu'elle est partie. Elle est restée 1 an et demi à l'agence. Elle est partie au moment où elle a été rentabilisée. C'est pas très grave pour une énorme tôle qui a un turnover de départ et d'arrivée régulier, parce que c'est normal que les gens partent. C'est pas une prison. Ouais. Sauf que quand on est 8 pour une PME, ça peut être et fatal. que tu as un commercial et qui s'en va, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment tu fais vivre les 7 autres le temps de reformer quelqu'un pendant 1 an et demi, quoi. Là, tu es obligé d'embaucher un senior. Ouais, mais tu n'as pas les sous parce que tu n'as pas le budget. Ouais. Là, je suis en train de faire passer des entretiens de recrutement pour remplacer cette personne. On a un budget de 40 à 45 cas fixe. Ce matin, je reçois un profil, 50. C'est des vrais choix critiques. Alors, on n'est pas à 5000 balles, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Sur une petite boîte, nous, on fait 700 000 € de chiffre d'affaires à l'année. On arrive tous à se payer, mais on ne se verse pas de dividendes. Et on ne s'est jamais versé de dividendes. Alors qu'on a les problématiques des entrepreneurs, qu'on est au quotidien dans la sauce. Mais on y revient sur le branding, en fait. On peut dire ce qu'on veut des fondateurs qui sont très visibles sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça n'est...
je pense que le secret le mieux gardé de la Terre, c'est que c'est ce qui te permet de recruter. Tu recrutes sur ta marque, tu recrutes sur ta brand, tu recrutes sur ta visibilité et que en fait du coup demain tu dois chercher un senior, un commercial senior, tu dois chercher un dev senior, tu dois chercher le ou la recruteur de dingue qui va structurer ton équipe, à l'air de rien d'avoir un peu communiqué sur tes valeurs, qui t'es, ton style de management, même si c'est fabriqué, parce que c'est un élément médiatique que tu fabriques de manière artificielle, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais derrière, le temps que tu vas avoir passé à construire ta marque, elle va te gagner du temps quand tu vas aller poster une offre d'emploi sur LinkedIn, quand tu vas aller poster un truc sur Twitter. Mais la difficulté que j'ai, c'est que les profils commerciaux que je rencontre, les CV que je reçois, c'est beaucoup de commerciaux qui savent vendre du produit. Du logiciel ou du produit physique ou des trucs packagés. Nous, on est agence conseil. Donc en fait, on vend du service, tu vends du jus de cerveau, tu vends de la matière grise, tu vends tes potes, ta famille, est-ce que tu aimes bien cette expression? Tu vends la capacité du directeur de création à se poser sur un concept créatif, la capacité de ton directeur technique à te pondre une plateforme web bien UXée avec un web design qui tue. Tu vends pas une campagne AdWords avec un prix fixe, avec tu vois, en fait le marché est petit, je trouve. Le marché est petit et en plus tu es dans un secteur, la com et la pub avec un grand P, qui aussi hyper bouleversé. Je vais faire le parallèle avec le métier, avec les médias. Et moi, je suis journaliste. Aujourd'hui, journaliste, comme le métier de la com au sens large, c'est des boîtes, petites ou grosses, qui ont des business models qui sont en plein pivot. C'est-à-dire qu'on ne gagne plus de l'argent comme on en gagnait hier. C'est des secteurs qui sont en crise, où en fait, tu n'as plus autant d'argent qu'hier. Alors que ça a été des grosses industries. Il y a 20 ans, tu étais journaliste, tu rentrais en CDI, tu gagnais super bien ta vie, tu gagnais bien ta vie, tu étais plus que classe moyenne. Aujourd'hui, tu démarres journaliste, tu es smicard. C'est la même chose dans la com. Et aujourd'hui, tu ne peux pas prétendre grossir ta boîte, tu ne peux pas prétendre recruter, encore plus dans le contexte pénurie, tension, crise économique, crise sanitaire, etc., sans travailler ta brand. Et il ne faut pas s'en excuser. Parce qu'en fait, toi, si tu étais demain en train de postuler, le premier truc que tu irais faire, tu irais googler la personne qui est en train avec qui tu vas passer un entretien. Tu vas aller googler la boîte, bingiser la boîte, je sais pas si c'est quoi, tous les... DuckDuckGo, Non, on n'est pas obligé de citer trois Voilà, c'est un fait. Un truc que je trouve symptomatique, c'est le terme qui m'insupporte de collaborateur. Ouais. On met moi, je sais pas à Il y a 50 ans, c'était pas positif Mais comme oui. terme. Moi, Ouais, j'aime mais- pas trop le terme, les talents. Non, parce que tu vois, je trouve que justement, un collaborateur, pour moi, c'est un associé. C'est quelqu'un qui a des parts dans la boîte. C'est quelqu'un que si le truc il se crache, tu vois, il est embarqué dans le truc. Partner, Mais- disent les Oui, autres, mais c'est ça. C'est un partenaire, Partenaire, un ouais. associé, un collaborateur. Là, je suis d'accord. Mais quand tu embauches quelqu'un que tu sais que même si le fit est incroyable et il est trop passionné au moment où tu l'embauches, pour moi, le terme employé, c'est ça. Enfin, c'est salarié. C'est genre, tu as quelqu'un qui te paye, tu rends un service et tu sais qu'à tout moment, ça peut s'arrêter et qu'il peut aller ailleurs. Et je trouve que partir avec cette relation, de se dire, je te paye pour un service et ça peut très bien se passer. Tu peux avoir l'impression quand tu viens bosser que tu es dans une famille et tout ça, mais ça reste, il y a quand même des tâches à faire, des trucs comme ça. Et si tu veux te barrer le soir à 6h parce que tu as une vie de famille, tu te barres à 6h le soir, etc. Et si j'attends de toi que tu fasses un truc de fond, soit je te paye l'équivalent, enfin tu vois, je te paye pour faire ça, mais je trouve qu'il faut remettre aussi un petit peu ce truc-là Je suis d'accord. dans tous les sens et que c'est plus sain aussi de Puis se ça dire enlève, que- ça enlève toute la cosmétique Oui. qui fait pseudo rêver. Alors c'est peut-être propre à ma fonction commerciale, mais j'ai toujours, et depuis le début que je bosse, j'ai toujours considéré mon job comme un job de mercenaire. Je suis là pour vendre. J'ai une mission. Mon but, c'est de remplir la mission. On me fixe des objectifs. Ces objectifs, je vais chercher à les atteindre du mieux possible pour gagner de l'argent, mais aussi un peu par fierté, parce que j'ai choisi ce boulot-là. Et je suis un mercenaire, c'est-à-dire que je ne suis pas marié avec la boîte. Tant que ça me plaît, je continue. Et puis si ça ne me plaît plus, je me barre. C'est ce qui s'est passé à chaque fois, jusqu'à ce que je devienne associé et que du coup ça devienne ma mission d'engager ces mercenaires, mais je leur en veux pas de partir. Ce que je veux, c'est qu'ils remplissent leur mission. Et c'est peut-être là où, d'un point de vue management, j'ai pas assez adouci le truc, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit, quoi. Je pense qu'on est beaucoup dans une quête d'identité. En France, on aime beaucoup se raconter des histoires, on aime bien avoir des rôles modèles, on aime bien aussi avoir des gens sur qui on peut bitcher. On prend tout très personnellement en France. L'élection présidentielle qui vient de s'achever, c'est ça. Tout est une question de personnalité, de rapport, d'attente. On a envie d'être managé, on a envie d'être coaché, on a envie d'être poussé, mais en même temps, on a envie d'avoir
un feedback, on a envie d'avoir des retours, et en même temps on Mais veut de être la liberté. indépendant. Ouais. Et je pense pas, beaucoup de gens qui disent ouais c'est beaucoup plus difficile de manager les jeunes gens aujourd'hui qu'hier. Je pense pas, je pense qu'il faut que tout le monde descende un peu d'un cran en mode travailler ensemble, c'est travailler ensemble. Est-ce que ça va bien se passer? Ça se construit aussi au quotidien. On peut pas tous avoir trop la dalle, être à fond sur les réseaux sociaux, être un manager de dingue, être un exécutant de dingue, etc. En fait, il faut aussi savoir sur quoi on est fort. Il y a plein... on n'a pas besoin d'être tous à 100% transparent sur notre style de management, sur la manière dont on est, sur qui on est, etc. Il faut aussi que chacun, on trouve un peu notre équilibre. Dans quoi tu es fort. Toi, tu viens de dire que tu es un mercenaire. Par définition, un mercenaire, ça ne peut pas être un manager. Tu peux être un leader de guerre. Derrière, tu as des généraux qui vont gérer tes équipes. Mais ça veut dire, quelque part, l'utilisation de ce terme-là dans ta bouche, il veut tout dire. C'est-à-dire que toi, tu es un Quand dalleux, j'étais quoi. salarié. Maintenant, je suis co-capitaine de navire. Personne ne naît manager, enfin à part les gars qui sont grands frères ou grandes sœurs de 7 enfants, qui ont été scouts, j'en sais rien moi. On dit beaucoup, ouais, il y a plein de postes qui sont difficiles, etc. Mais être manager intermédiaire avec quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous, je pense que c'est parmi les postes les plus durs en ce moment. Surtout quand en plus tu as des clients, tu dois gérer au-dessus, tu dois gérer en dessous, tu dois gérer en face. Et en plus, à titre individuel, on devient tous un peu manager de la vie privée. Les outils de management de l'entreprise, c'est des bords dans la vie privée. On gère les agendas perso comme on gère les agendas de boulot. On est sollicité au téléphone. Voilà. En fait, il y a aussi cette mutation-là dans la vie et qui est dans le sous-jacent et la technologie, c'est qu'on est tout le temps dans le monitoring du temps, tout le temps dans la gestion du temps, la gestion des agendas, la gestion des contacts et tout. Quand est-ce qu'on prend un peu de recul sur qui on est au boulot, qui on est dans la vie perso, qui on est aujourd'hui, qui on va être demain, qui on a envie d'être à 5, 10, 15 ans. Quand tu démarres dans ta carrière, tu sais pas si tu vas être manager dans 5 ou 10 ans. Tu sais pas si tu vas être manager tout Tu sais court. même pas ce que sera ta boîte dans 5 ans. Il faut un peu, je pense, prendre le temps de se reposer au sens propre, de se poser, quoi. De réfléchir à chaque étape de sa carrière et de faire des points régulièrement en disant où est-ce que j'en suis. Est-ce que, voilà, moi, ma prochaine étape, c'est gérer une équipe. Est-ce que ma prochaine étape, au contraire, c'est l'indépendance. Est-ce que ça va être l'indépendance pendant 2 ans. Est-ce que ça va être l'indépendance pendant 6 mois. Peut-être que tu poses la question en entretien, je sais pas où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 5 ans, la fameuse question, mais peu importe la réponse qu'ils te font, quoi, d'essayer de se mettre dans leur tête. Et quand ils sont en entretien, en fait, ce truc-là, je le fais pas quand ils arrivent, mais je devrais. Parce qu'à l'entretien, ils sont en mode entretien. Ce qui serait intéressant, ce serait au moment de l'onboarding, de refaire en fait un entretien et de leur dire c'est bon, il n'y a plus de pression, tu es embauché, maintenant on recommence, quoi. Et 6 mois après. Mais si c'est ça. Décide-moi la boîte dans laquelle tu as envie d'être dans 6 mois. Exactement. Et peut-être que c'est une méthode pour mieux embarquer. Je vais essayer d'appliquer ça. On en reparle dans 3 mois. Ouais, c'est bon, ils sont Si tous j'ai restés. Ils sont tous là. Ouais, c'est ça, faut déjà commencer par. Ouais. Enfin, le recrutement, j'avais lu 1 ou 2 livres là-dessus, etc. Et où tu dis, mais en fait, il y a tellement de. T'as l'impression que c'est un truc de feeling, tu vois, que même, enfin voilà, tu pars avec la personne, et en fait, tu dis, non, il y a tellement de trucs, même dans l'association aussi, quand tu t'associes à des gens, j'avais lu des trucs où il y en a qui sont presque trop, tu vois, où tu te dis, ils ont la bullet point, là, des 10 trucs à faire, le fameux truc, tu donnes ta carte de crédit pendant 1 jour, et puis tu vois ce que ça donne. Enfin, tu vois, non, mais il y a ce truc de. Ouais, Attends, j'ai pas la rêve, c'est quoi l'histoire de en fait, c'est l'idée que la personne avec qui tu t'associes, en fait, tu lui donnes la carte de crédit de la boîte pendant 1 jour ou 1 semaine. Ça s'appelle un mariage, ça, non? Ça peut être ça aussi, ouais, tu peux l'appliquer. Moi, j'ai des potes, enfin un couple d'amis qui gèrent leur couple comme une entreprise. Ouais. Ils ont des KPI, tout ça, et ils disent en fait, mais ça marche trop bien. Genre, ils disent c'est génial, on se fait des points tous les mois, on sait c'est quoi nos objectifs, justement, etc. L'avantage, c'est que tes enfants, ils peuvent pas démissionner. Ah non, pas tout de suite. Non, mais tu sais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils nous en parlent et tout, il y a ce côté un peu vous êtes fous. Enfin, c'est quoi cette idée de voir le couple comme ça, et puis eux, ils sont encore en couple, et puis tous les autres. Les couples à double carrière, à un moment, il faut un peu être comme ça. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, au final, c'est ça, ils sont ensemble. Il y a plein d'autres gens qui critiquaient, qui sont séparés, et puis ils disent peut-être que si on avait fait des KPI, on aurait été, tu vois. Juste même au départ, enfin, tu vois, de trouver quelqu'un, de dire voilà, d'avoir justement un processus de recrutement, de dire voilà, quand je veux quelqu'un qui paye quelqu'un pour faire le montage, il va savoir c'est quoi qu'il attend, il va y avoir un petit montage à faire payer. Ouais, c'est ça. Et tu dis, et comme ça, tout est standardisé. Il sait à quoi s'attendre. Ouais, c'est ça. Et toi aussi, justement, après, tu sais. Si tu engages 3 ou 4 personnes différentes sur l'année, en fait, tu vas avoir une espèce de routine de recrutement, quoi. Aujourd'hui, quand on cherche du boulot, il faut se poser les bonnes questions. C'est comment tu as envie de bosser dans une grosse équipe, dans une petite équipe? Est-ce que tu as envie d'être responsabilisé? Est-ce que tu as envie d'avoir un rythme régulier? Est-ce que tu as envie d'un rythme bouleversé? Et il faut rien de prendre personnel. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, c'est qu'à un moment...
une entreprise, c'est pas ta famille. Moi, les gens qui me disent ma boîte, c'est mon bébé, ma boîte, c'est ma famille, c'est pas vrai. À la fin de la journée, quand tu as vraiment une famille, ce qui compte, c'est vraiment ta famille. Hein. Mais il faut rien prendre de personnel. Par contre, il faut tout prendre. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, mais il faut rien prendre de personnel. La première fois que tu quittes un job, la première fois que tu te fais virer, la première fois que tu embauches quelqu'un, la première fois que tu vires quelqu'un, toutes ces premières fois, elles font hyper mal. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais il ne faut pas prendre personnel. Parce que le chemin, il est long, peut-être que vous allez vous recroiser. Encore une fois, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Je suis d'accord. Le temps passe vite. Il est 4h30.